Le 10 octobre 1986, dans la ville de Milwaukee, dans l'État du Wisconsin, aux États-Unis, les policiers sont réveillés par un appel. Le corps d'une femme a été retrouvé sans vie, allongé dans une ruelle sale, à quelques mètres d'un vieil immeuble oublié. Quelques mois plus tard, une autre femme, même quartier, même scène. Les agents prennent des photos, relèvent des traces, mais ne voient pas encore le lien. Les années passent, d'autres corps apparaissent, un par un, toujours dans ces rues où personne ne regarde jamais vraiment. Leurs dos sont courbés par la peur, leurs yeux fixent le vide, leurs bouches ont été étouffées par une main qu'ils ne connaissaient pas. Ce n'était pas un accident, pas un simple dérapage, c'était le début d'une chasse. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire terrifiante mais vraie du tueur en série Walter Ellis, aussi surnommé The Northside Strangler, ou l'étrangleur de Northside en français. Mais sans plus attendre, l'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Notre histoire débute le 24 juin 1960, dans le comté de Holmes, dans l'État du Mississippi, aux États-Unis. Il fait une chaleur écrasante ce jour-là. Les moustiques tournoient autour des maisons en bois. Et dans une petite pièce mal éclairée, Walter Earl Ellis pousse son premier cri. Sa mère, Mattie, le regarde sans mots. Elle est déjà épuisée par ses 5 autres enfants. Son père, Leroy, reste dans un coin, le visage fermé. Dès ses premiers jours, Walter n'entend que des ordres et des soupirs. Chez les Ellis, il n'y a pas de berceuse, juste des nuits bruyantes, des cris qui traversent les murs minces, et parfois le silence glacé après les disputes. À l'âge de 5 ans, Walter voit sa mère pleurer chaque matin avant de partir au travail. Il ne comprend pas pourquoi. Il ressent juste une pression constante dans sa poitrine, une sorte de nœud qu'il n'arrive pas à défaire. En 1965, ses parents décident de fuir cet état qui les étouffe. Ils empilent tout ce qu'ils possèdent dans une vieille voiture et prennent la route pour Milwaukee, dans le Wisconsin. Ils espèrent y trouver du travail, une vie meilleure. Mais pour Walter, rien ne change. Seule la couleur du ciel est différente. Dans cette nouvelle ville, Walter entre à l'école. Les enseignants remarquent rapidement son regard fixe, ses silences. Walter n'écoute pas, Walter ne parle pas. Et quand il parle, ce n'est jamais pour rire. À l'âge de 7 ans, Walter commence à frapper les autres enfants. Pas par colère, pas par défense, mais par besoin. Lui-même ne comprend pas d'où vient ce besoin. Lorsqu'il voit un garçon plus petit que lui tomber sous ses coups, Walter ressent une sorte de chaleur dans ses veines. Une chaleur douce et puissante. Il se sent important, il se sent fort. Pour la première fois, il se sent exister. À la maison, personne ne lui donne cette sensation. Personne ne le regarde comme un garçon fort. Mais dans la cour de l'école, lorsqu'il frappe, lorsqu'il menace, tout le monde le regarde. À l'âge de 8 ans, Walter menace un camarade avec un bout de verre cassé. Il lui murmure à l'oreille qu'il va le tuer s'il ne lui donne pas son pain. Le petit garçon tremble et Walter sourit. Ce jour-là, il ne veut pas seulement le pain. Il veut sentir qu'il peut contrôler les autres par la peur. Dans sa tête, un schéma se grave. Faire mal pour ne plus se sentir petit. Chaque fois que sa mère le punit, Walter ne pleure pas. Il reste immobile, les yeux ouverts, à fixer le mur. Il se dit qu'il n'aura plus jamais mal si c'est lui qui fait mal aux autres avant. Les années passent, Walter ne parle à personne. Ses notes à l'école sont catastrophiques. Il ne sait ni lire ni écrire correctement. Il s'absente, errant dans les ruelles de Milwaukee, observant les hommes ivres, les femmes qui vendent leur corps, et il se dit qu'il ne veut pas de cette vie. Mais il ne sait pas non plus ce qu'il veut. À l'âge de 14 ans, en 1974, Walter quitte l'école
Plus personne ne le forcera à écouter. Il ne veut plus être un enfant. Il ne veut plus être victime. Dans sa tête, une certitude grandit chaque jour. Le monde est fait pour être contrôlé. Et s'il ne peut pas le contrôler avec les mots, alors il le fera par la violence. En 1974, Walter a 14 ans lorsqu'il quitte l'école. Il ne sait ni lire ni écrire correctement, mais ça ne lui fait rien. Il passe ses journées à errer dans les ruelles de Milwaukee, les mains enfoncées dans les poches, le regard fixé devant lui. Walter observe les hommes qui travaillent dans les usines, leurs visages fatigués, leurs mains abîmées par le métal. Il voit les femmes qui rentrent le soir, leurs pas pressés, leurs yeux toujours au sol. Il se demande pourquoi ils vivent ainsi. Il se demande s'il veut devenir comme eux. Walter ne cherche pas de travail. Il ne veut pas se lever à 5 heures du matin comme son père, ni rentrer le soir en silence. Alors il commence à voler. D'abord des barres de chocolat, des paquets de chips, des bouteilles de soda. Parfois il les mange, parfois il les jette dans une poubelle sans les ouvrir. Ce n'est pas le goût qu'il cherche, c'est le sentiment d'avoir pris quelque chose. En 1981, à l'âge de 21 ans, Walter est arrêté pour la première fois. Vol simple. Il passe une nuit en prison. Lorsqu'il sort, il n'a pas peur, il n'a pas honte. Il se sent plus grand, comme si cette nuit derrière les barreaux l'avait rendu plus fort. Cette même année, Walter commence à fréquenter des hommes plus âgés qui vendent des stupéfiants dans les ruelles. Il les regarde faire leurs transactions sous les lampadaires jaunes. Il veut cette puissance. Il veut cette peur que les autres ont lorsqu'ils passent près d'eux. En 1983, Walter est arrêté pour extorsion. Il a menacé un homme avec un couteau pour lui prendre son portefeuille. Il n'avait même pas besoin d'argent ce jour-là. Il voulait juste sentir la terreur. Il passera quelques mois en prison. À sa sortie, Walter n'est plus le même. Son regard est plus dur, son visage plus fermé. En 1985, il est arrêté pour agression. Il frappe un homme si fort qu'il lui fracture le nez. Il dira que c'était de la légitime défense. Les témoins diront le contraire. Il passe là aussi plusieurs mois en prison. À chaque sortie, Walter semble plus froid. Entre 1981 et 1986, Walter est arrêté 10 fois. Vol, extorsion, agression, infraction liée aux stupéfiants. Chaque fois, il ressort avec une nouvelle certitude. Il n'a pas peur. Il apprend à devenir invisible. Parfois, il accepte de parler à la police pour donner des informations sur des dealers. Il devient un informateur régulier. Pas par peur de la prison, mais par calcul, pour pouvoir revenir dans la rue, là où il se sent vraiment vivant. Dans ces années-là, Walter travaille parfois comme vendeur de chaussures. Il sait être calme, poli, montrer des bonnes pointures aux clients. Certains disent qu'il était même agréable, mais à l'intérieur, Walter ne pense qu'à une seule chose, le contrôle. Chaque cliente qu'il sert, il l'imagine à genoux devant lui, suppliant pour sa vie. Cette pensée lui apporte une paix étrange, mais elle ne dure jamais. Chaque soir, Walter marche dans les ruelles. Il voit ces femmes seules, fragiles. Il les regarde longuement et se demande ce que ça ferait, ce que ça changerait en lui. En 1986, Walter n'a que 26 ans. Il est déjà perdu. Il ne croit plus en rien. Et bientôt, il va découvrir la seule chose qui lui donnera l'impression d'exister. Tuer. Et ce qui devait arriver allait inévitablement arriver. Nous sommes maintenant le 10 octobre 1986. Le jour se lève à peine sur Milwaukee. Le ciel est gris, épais, comme si la ville était recouverte d'une couverture sale. Les usines commencent à fumer et les ruelles sentent déjà l'humidité et les déchets. Walter marche lentement, les mains enfoncées dans ses poches. Il n'a pas dormi depuis la veille. Il a passé la nuit à errer, à regarder les fenêtres éteintes, à compter les pas de ceux qui rentraient chez eux. Mais aujourd'hui, il sait que quelque chose va se passer. Il le sent dans ses tripes. Puis soudain, devant lui, sur le trottoir, il la voit. Deborah Harris, 31 ans. Elle marche vite, le sac pressé contre sa poitrine, le visage fatigué. Ses yeux sont cernés par des nuits sans sommeil. Walter la fixe longuement. Il ressent une chaleur dans sa poitrine,
une chaleur qui monte lentement jusqu'à sa gorge. Il commence à la suivre. Ses pas sont calmes. Il reste à quelques mètres, assez loin pour ne pas l'effrayer, assez près pour sentir son odeur portée par le vent du matin. Il regarde ses cheveux qui bougent légèrement à chaque pas. Il regarde ses épaules qui tremblent, comme si elle savait que quelque chose la suivait. Walter ne la quitte pas des yeux. Il se dit que ce jour-là sera différent. Il le sait. Il ira jusqu'au bout. Il accélère légèrement et se place à ses côtés. Et il lui parle d'une voix calme. Il lui dit qu'il veut juste parler, juste faire connaissance. Il lui sourit. Ce sourire que tant de gens ont trouvé apaisant. D'abord, elle hésite. Elle regarde autour d'elle. Il lui dit qu'il connaît un endroit à l'abri des regards. Sa voix est douce, presque rassurante, comme celle d'un frère, d'un ami. Elle décide de le suivre. Ils marchent ensemble jusqu'à ce vieux bâtiment abandonné. L'air sent le moisi et la rouille. Le sol est recouvert de poussière et de détritus. Puis soudain, Walter la pousse contre le mur. Il lui parle calmement. Il lui dit de ne pas crier. Puis, il abuse d'elle. Ses gestes sont mécaniques et froids. C'est comme s'il exécutait un rituel qu'il avait imaginé des centaines de fois. Elle pleure, elle le supplie, mais Walter ne l'écoute pas. Il l'observe, il enregistre chaque détail. Il veut graver cet instant dans sa mémoire. Puis, sans une seconde d'hésitation, il passe ses mains autour de son cou. Ses doigts commencent à serrer, fermes et solides. Il regarde son visage se déformer sous la terreur et la douleur. Il sent son corps qui lutte, ses jambes qui se débattent, ses ongles qui s'enfoncent dans son bras. Mais lui, il reste immobile, les yeux plantés dans les siens. Il ne tremble pas, il ne parle pas, il attend juste le moment où tout s'arrête. Lorsqu'elle ne bouge plus, lorsqu'elle n'est plus qu'un corps froid étendu au sol, Walter la regarde encore quelques secondes. Dans sa tête, il n'y a pas de remords, pas de peur, juste un calme absolu, comme si tout son être s'était rempli d'une paix noire et puissante. Il se sent fort, plus fort que jamais. Il se sent vivant. Il se dit que c'est comme ça que ça devait être. Comme si toute sa vie avait été une attente pour ce moment. Walter quitte alors les lieux. Ses pas sont calmes, sa respiration régulière. Il ne regarde pas en arrière. Il ne pense pas à elle. Il ne pense pas à ce qu'il vient de faire. Dans sa tête, il n'y a qu'une seule idée. Il veut recommencer. Car pour la première fois de sa vie, il s'est senti puissant. Et cette puissance, il ne la laissera plus jamais lui échapper. Le lendemain, le 11 octobre 1986, le jour s'est à peine levé sur Milwaukee. L'air est frais, les ruelles encore sombres. Et Walter est là. Il marche, comme toujours, les mains enfoncées dans ses poches. Son visage est impassible, mais à l'intérieur, une impatience grandit. Il ressent une fébrilité, un besoin qu'il ne peut plus ignorer. Devant lui, il l'aperçoit. Tanya Miller, 19 ans. Elle marche vite, ses yeux scrutant les ombres, son corps fragile enfermé dans un vieux manteau. Walter la suit, il l'observe, sa nuque découverte, ses cheveux légèrement défaits. Il entend sa respiration qui s'accélère lorsqu'elle sent une présence derrière elle. Il ressent à nouveau cette chaleur brûlante dans sa poitrine. Cette fois, il ne prévoit rien. Il n'a pas besoin de parler. Il n'a pas besoin de la rassurer. Il l'attrape par le bras, l'attire dans une allée déserte, la pousse contre le mur froid. Ses yeux la fixent sans cligner. Tanya tente de crier, mais sa voix s'étrangle dans sa gorge. Walter lui murmure de se taire. Sa voix est glaciale, presque absente. Puis il abuse d'elle. Il cherche à sentir son pouvoir, sa domination, sa force. Il veut lui prendre tout ce qu'elle a. Lorsqu'il passe ses mains autour de son cou, il sent son corps qui tremble, ses pleurs qui se mélangent à sa respiration coupée. Il appuie plus fort jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. Et lorsque c'est terminé, Walter reste là, immobile, à la regarder. Dans son esprit, c'est le silence. Il se sent calme, vide et puissant à la fois. Il se dit que c'est devenu sa nouvelle réalité. Walter rentre chez lui après le meurtre. Ses pas résonnent dans les escaliers sales de l'immeuble. Il monte sans se presser, comme s'il revenait d'une simple promenade. Lorsqu'il entre dans sa chambre, il retire son manteau avec soin, le suspend, puis s'assoit au bord de son lit.
Il regarde ses mains longuement. Dans ses yeux, rien ne bouge. À l'intérieur, il sent ce calme dense qui le remplit. Un calme qu'il n'a jamais connu avant. Il reste là pendant des heures, à écouter le bruit lointain de la ville, sans penser à Tanya, sans penser à Déborah. Pour lui, elle n'était rien d'autre que le chemin vers cette paix noire. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, la police découvre le corps de Déborah. Ils installent les bandes jaunes, ils prennent des photos, ils interrogent les riverains. Ils classent l'affaire. Une femme retrouvée morte dans une ruelle, probablement une affaire liée à la rue. Le lendemain, lorsqu'ils trouvent le corps de Tanya, ils font exactement la même chose. Ils prennent des notes, dessinent des croquis, ramassent des échantillons, mais à aucun moment ils ne relient les deux affaires. À leurs yeux, ce sont deux histoires différentes, deux drames séparés, deux femmes oubliées. Personne ne voit encore le fil rouge qui les relie. Personne, sauf Walter. Lui, il sait. Il sait qu'il a commencé quelque chose qu'il ne pourra plus jamais arrêter. Nous sommes maintenant le 28 novembre 1992. 6 ans ont passé depuis les premiers meurtres. L'hiver est arrivé sur Milwaukee. Le vent glace les visages. Les trottoirs sont couverts d'une fine couche de glace sale. Walter marche, comme toujours, les mains enfoncées dans son manteau usé. Il a changé. Son visage est plus creusé, ses yeux plus sombres. Mais à l'intérieur, rien n'a changé. Sa faim est restée la même, peut-être même plus forte. Puis il la voit, Irene Smith, 25 ans. Elle marche vite, la tête baissée. Son souffle forme une petite fumée blanche dans l'air glacé. Walter la fixe longuement. Il se demande si elle le sent, si son instinct lui dit de fuir. Il commence alors à la suivre. Ses pas sont légers, presque inaudibles sur le béton gelé. Il l'observe, ses cheveux sont défaits, son visage fatigué. Elle marche vite, mais pas assez pour lui échapper. Il la suit jusqu'à une petite ruelle entre deux immeubles. Là, il accélère, l'attrape par le bras, la tire contre le mur froid. Irene tente de crier, mais sa voix se coince dans sa gorge. Ses yeux s'écarquillent lorsqu'elle croise les siens. Walter la regarde, et dans son regard, il n'y a rien. Pas de colère, pas de désir. Juste cette froide curiosité, cette faim qu'il ne peut plus contrôler. Il lui murmure de ne pas crier, puis il abuse d'elle. Ses gestes sont secs, mécaniques, comme un rituel perpétré déjà des centaines de fois dans sa tête. Irene pleure, elle le supplie, mais pour lui, ses pleurs ne sont que des bruits sans importance. Lorsqu'il passe ses mains autour de son cou, il sent son corps trembler, ses ongles gratter son manteau. Il serre plus fort jusqu'à ce qu'elle cesse de bouger. Il reste là, à la regarder pendant de longues secondes. Il inspire profondément, et dans cette inspiration, il ressent une paix absolue. Il se sent fort, il se sent vivant. Walter s'éloigne du corps d'Irene. Il ne se retourne pas, il ne pense pas à elle. Pour lui, elle n'était qu'un instant, une respiration dans sa vie sans but. Lorsqu'il rentre chez lui ce jour-là, il se demande combien de fois encore il devra faire ça pour se sentir entier. Il ne trouve pas de réponse, il sait juste qu'il recommencera, car désormais il ne peut plus s'arrêter. Nous sommes maintenant le 24 avril 1995. Le printemps est revenu à Milwaukee, mais les ruelles restent les mêmes, humides, sales, puantes. Walter marche comme toujours, il a 34 ans. Devant lui, il voit Florence McCormick, 28 ans. Elle marche seule, son sac tenu contre elle, comme si elle voulait devenir invisible. Walter la suit en silence. Il accélère, se place à sa hauteur, lui parle d'une voix douce. Elle se retourne, surprise. Il la tire dans une entrée d'immeuble abandonné. Puis Walter abuse d'elle. Ses gestes sont secs, précis, sans émotion. Il ne la regarde pas vraiment. Il regarde ce qu'il fait, comme un homme qui termine une tâche. Puis il passe ses mains autour de son cou. Lorsqu'elle ne bouge plus, Walter la relâche lentement. Il la regarde au sol, il inspire longuement. À cet instant, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Il n'y a que lui et sa puissance. Walter quitte l'immeuble abandonné, sans se presser. Pour lui, il ne s'est rien passé de particulier. Ce n'était qu'une étape de plus, une étape nécessaire. Lorsque la police arrive sur les lieux, quelques heures plus tard, les agents mettent leurs gants, posent les balises jaunes, prennent des photos sous la lumière tremblante de leurs lampes. Ils trouvent des traces de fluide sur le corps de Florence. Ils prélèvent tout avec précaution.
Ils inscrivent les numéros sur les sacs plastiques transparents. Mais personne ne parle d'autres victimes. Personne ne parle de liens. Pour eux, ce n'est qu'un nouveau drame. Une femme de plus retrouvée morte dans un coin sale de Milwaukee. Une femme parmi tant d'autres. Les échantillons sont envoyés au laboratoire, mais ils rejoignent des centaines d'autres dossiers. Il n'y a pas de correspondance, pas de nom, pas de visage. Et pendant que la police remplit ses rapports, Walter, lui, marche déjà dans une autre rue, cherchant de nouveaux yeux dans lesquels regarder sa puissance. Nous sommes maintenant le 27 juin 1995. Walter marche, son visage baissé. Il n'a pas dormi depuis 2 nuits. Il se sent vide, épuisé. Mais dans ce vide, il y a cette étincelle qui ne s'éteint jamais. Devant lui, il voit Sheila Farior, 37 ans. Elle marche lentement. Elle semble perdue dans ses pensées. Walter l'observe depuis l'autre côté de la rue. Il traverse la rue et se place à sa hauteur. Sheila ne le remarque pas immédiatement. Lorsqu'elle tourne la tête, elle croise son regard. Ce regard fixe, absent, qui ne semble pas la voir comme une personne. Il lui parle d'une voix calme, presque gentille. Il lui dit qu'il peut l'aider, qu'il veut juste discuter avec elle. Elle hésite, puis elle le suit jusqu'à cette petite cour derrière un immeuble. Il se tourne vers elle et à cet instant, Sheila comprend. Ses yeux s'écarquillent. Mais c'est trop tard. Walter l'attrape, la pousse contre le mur râpeux, abuse d'elle sans aucune hésitation. Puis il entoure son cou de ses doigts. Il serre, il n'écoute pas ses gémissements. Il regarde son visage se déformer, ses yeux perdre leur lueur. Lorsque son corps s'affaisse, il relâche sa prise. Il la regarde longuement, comme pour enregistrer chaque détail dans sa mémoire. Walter quitte la cour sans se presser et rentre chez lui. Nous sommes maintenant le 20 juin 1997. Walter erre, comme toujours, dans les ruelles mal éclairées. Ses yeux scrutent chaque silhouette, chaque mouvement. Devant lui, il aperçoit Joyce Mims, 41 ans. Elle marche d'un pas fatigué. Walter l'observe quelques secondes. Il ressent cette impulsion, cet élan qu'il ne contrôle plus depuis longtemps. Il s'approche alors sans un bruit. Lorsqu'elle s'aperçoit de sa présence, il est beaucoup trop tard. Il l'attrape par le bras et l'entraîne dans une entrée déserte, dans un coin sombre. Puis il abuse d'elle, sans laisser de place à aucune résistance. Joyce pleure, ses larmes coulent sans un son. Walter ne la regarde pas vraiment. Il regarde ses propres mains, ses bras qui se tendent, son ombre qui tremble légèrement sur le mur sale. Puis, sans hésitation, il serre ses mains autour de son cou. Il reste là quelques instants, la fixant comme pour s'assurer qu'elle ne reviendra pas. Puis il se relève, réajuste son manteau et repart dans la nuit sans un regard pour le corps laissé au sol. Mais attendez, ce n'est pas fini. Nous sommes maintenant le 27 avril 2007. Les années ont passé, mais rien n'a changé pour Walter. Il a 46 ans, son visage est marqué par le temps, ses épaules sont légèrement affaissées, mais dans ses yeux, il y a toujours cette flamme sombre qui ne s'éteint pas. Ce matin-là, il marche lentement. Son regard balaye chaque coin sombre, chaque silhouette. Et soudain, il la voit. Wishron Stokes, 28 ans. Elle marche rapidement, son manteau trop grand flotte autour d'elle. Il la suit, ses pas sont légers, silencieux. Elle entre dans une petite ruelle, pensant couper par là pour gagner du temps. Elle ne sait pas que chaque seconde la rapproche de sa fin. Il l'attrape par l'épaule et la pousse contre le mur. Wishron a le regard écarquillé par la peur. Elle tente de parler, de crier, mais sa voix est broyée par la terreur. Walter ne dit rien. Il abuse d'elle sans laisser aucun répit. Ses gestes sont dépourvus de toute humanité, comme s'il était en train d'exécuter une simple tâche. Puis, sans un mot, il passe ses mains autour de son cou. Quand tout est fini, il reste immobile à la fixer. À cet instant, il ne ressent ni joie ni haine, juste un calme immense. À ce stade, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Walter avait trouvé son rythme, sa méthode, sa raison d'exister. Il marchait parmi les gens sans être remarqué, sans jamais susciter le moindre soupçon. Chaque victime lui donnait une force nouvelle, une illusion d'immortalité. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que sa chance était sur le point de tourner, car même les prédateurs les plus prudents finissent par laisser une trace. Revenons quelques années en arrière. Nous sommes en 2001. La ville de Milwaukee étouffe sous les affaires non résolues. Les violences s'accumulent,
Les dossiers s'empilent sur les bureaux des inspecteurs épuisés. Pour tenter de ralentir cette vague, la police décide de lancer une campagne massive d'enregistrement d'ADN. L'objectif est simple, alimenter le CODIS. Le CODIS est la grande base de données nationale qui recense les profils ADN des criminels aux États-Unis. Les agents parcourent les prisons et les commissariats pour recueillir des centaines d'échantillons. Walter, vu son parcours criminel, est parmi eux. Lorsqu'on lui tend le coton pour prélever sa salive, il ne bronche pas. Ses yeux restent vides, fixés sur un point que personne ne peut voir. Il remet le tube, se retourne et s'éloigne, sans un mot. Mais au moment de l'analyse, rien n'apparaît. Mais l'impensable survient. Ce n'est pas son ADN qui entre dans la base de données CODIS. Une erreur, une fraude, une substitution, personne s'en rend compte. Et Walter continue sa vie comme si de rien n'était. Entre-temps, dans les laboratoires, les techniciens prélèvent des traces de fluide humain sur chaque victime retrouvée. Deborah, Tanya, Irene, Florence, Sheila, Joyce, Wisrone. 7 femmes, 7 scènes de crime, 7 échantillons. Ils sont stockés, classés, archivés. Mais ils n'ont pas de nom, pas de visage, juste un code froid qui sommeille dans les tiroirs de la police. Revenons maintenant en mai 2009. 8 ans ont passé. Un nouveau chef prend la tête de la section des cold cases à Milwaukee. Il décide de réexaminer les dossiers de ces femmes étouffées, ces histoires oubliées qui n'ont jamais eu de fin. Lorsqu'il relit les rapports, il fronce les sourcils. Il y a trop de similitudes. Il demande une nouvelle analyse ADN comparative sur tous les prélèvements conservés. Quelques semaines plus tard, le rapport arrive. Le silence se fait dans la salle. Le même profil ADN est retrouvé sur les 7 victimes. 7 femmes, 7 vies arrêtées par la même main. Mais dans le CODIS, il n'y a aucun nom. Juste un code, juste un numéro. Les inspecteurs se regardent. Ils savent maintenant qu'un tueur en série est en liberté depuis plus de 20 ans. Un homme qui marche parmi eux, qui regarde leur visage chaque jour. Et ils savent qu'il faut le retrouver avant qu'il ne frappe de nouveau. Puis un jour de mai 2009, un jeune analyste, les yeux fatigués par les heures passées devant son écran, reprend les fichiers de 2001. Cette année-là, la police avait lancé une campagne massive de prélèvement ADN pour tenter de résoudre la montée des meurtres non élucidés. L'analyste glisse alors son regard sur la liste des hommes recensés, puis il s'arrête. Walter Earl Ellis. Ce nom lui parle. Il ouvre son casier judiciaire. 12 arrestations entre 1981 et 1998. Vol, extorsion, agression, vente de stupéfiants. Il entre son nom dans le CODIS, mais rien. Pas de profil. Il refait la recherche. Rien. Le silence autour de lui l'étouffe. Son cœur bat plus vite. Il vérifie une nouvelle fois le rapport de prélèvement de 2001. Et là, il se rend compte que le code barre ne correspond pas. L'ADN enregistré est celui d'un autre détenu, pas celui de Walter. Il reste immobile quelques secondes. Sa respiration se bloque dans sa gorge. Il sent son front devenir brûlant. Il se tourne alors vers son supérieur, la voix tremblante, mais fermement posée. Il dit « Chef, il y a un problème. » Dans la salle, les agents s'approchent. Ils lisent les lignes, les codes, les noms. Leurs visages se ferment. Ils se regardent, comme si enfin ils comprenaient. Cet homme aurait dû être identifié il y a 8 ans. Il ne l'a jamais été. Pendant 8 ans, il a continué à marcher parmi eux, à tuer peut-être. Le chef de groupe pose ses mains sur la table. Ses doigts sont raides. Il dit « Il nous faut un mandat, immédiatement. » Les procédures s'enchaînent dans une tension brûlante. Chaque minute compte. Le juge signe le mandat le soir même, et une équipe de police se glisse dans l'appartement de Walter, lorsque celui-ci n'est pas là. Dans l'appartement, l'air sent le vieux tabac et la poussière. Ils avancent à pas lents. Ils fouillent, ouvrent les tiroirs, les placards. Dans la salle de bain, un des agents trouve une brosse à dents. Il la saisit avec précaution, la glisse dans un sachet numéroté, referme la fermeture hermétique. Ils sortent, le cœur battant, le visage pâle. Dans la voiture, le chef d'équipe tient le sachet entre ses mains. Il le regarde longuement, comme s'il tenait là la clé d'un mystère trop grand pour un seul homme. Il inspire lentement, car il sait que si cet ADN correspond, alors ils vont enfin mettre un nom sur l'horreur qui hante Milwaukee depuis plus de 20 ans. Les jours suivants sont lourds et sans fin.
Le sachet contenant la brosse à dents de Walter est envoyé au laboratoire. Chaque heure qui passe rend l'attente plus insupportable. Les techniciens travaillent en silence, leur visage éclairé par la lumière blanche des néons. Le chef de groupe passe dans le couloir, le regard fixé au sol, les mains serrées jusqu'aux jointures. Tout le monde sait que les résultats vont tomber. Tout le monde sait que cet ADN peut révéler la vérité. Et puis, un matin de septembre 2009, le rapport arrive enfin. Le technicien le tient entre les mains. Il le lit une fois, puis une deuxième fois pour être sûr. Il inspire longuement. Ses mains tremblent légèrement lorsqu'il entre dans le bureau du chef. Les résultats ADN sont formels. Il correspond parfaitement au profil retrouvé sur les 7 scènes de crime. Le même ADN qui hantait les fichiers policiers depuis plus de 20 ans. Le même ADN qui avait étouffé cette femme dans les ruelles de Milwaukee. À ce stade, les médias ont déjà donné un nom à cet homme invisible. Le Northside Strangler, ou l'étrangleur de Northside en français. Celui qui avait terrorisé la communauté afro-américaine pendant des décennies, maintenant avait un visage. Il s'appelle Walter Earl Ellis. Le même homme que la police avait déjà arrêté des dizaines de fois. Le même homme qui avait réussi à rester libre grâce à une simple erreur administrative. Le 7 septembre 2009, les agents de police se rendent dans un motel de Franklin, dans le Wisconsin. Ils savent qu'il est là. Ils montent les escaliers, leurs pas sont lourds sur le béton. Devant la porte, ils se regardent une dernière fois, puis ils frappent. À l'intérieur, Walter ouvre. Il n'oppose aucune résistance. Son visage reste calme, froid, comme si rien de tout cela ne le concernait. Il lui passe les menottes. Il baisse les yeux, ne dit pas un mot. Dans la voiture qui l'emmène au commissariat, il reste silencieux. Dehors, les médias commencent déjà à diffuser son visage. Pour la police, l'affaire du Northside Strangler vient de trouver sa conclusion. Pour Walter, c'est juste la fin d'une chasse qui lui avait donné l'espace d'un instant l'illusion d'être un homme puissant. Le procès de Walter Ellis débute le 18 février 2011. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est épaisse, presque irrespirable. Chaque siège est occupé. Il y a les familles des victimes, les journalistes, les policiers qui l'ont arrêté. Tous ont les yeux fixés sur lui. Walter entre, menotté, vêtu de sa tenue de détenu. Il ne regarde personne. Son visage reste impassible. Il n'y a pas de remords dans son regard. Pas de peur non plus. Juste ce vide glacé qui ne l'a jamais quitté. Le juge énumère les accusations. 7 chefs d'inculpation pour meurtre au premier degré. Les noms des femmes résonnent dans la salle comme des coups de marteau. Chaque nom est une vie arrêtée, un destin broyé, une famille anéantie. Walter reste immobile quand le juge lui demande ce qu'il plaide. Sa voix résonne, calme, sans la moindre émotion. Il dit « no contest », pas de contestation en français. Pas de reconnaissance non plus, juste un abandon glacial. Le 24 février 2011, la sentence tombe. Walter Earl Ellis est condamné à 7 peines de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Lorsqu'il entend le verdict, il ne frémit pas. Il ne cligne même pas des yeux. Il reste assis, droit, le visage toujours aussi fermé. Pour les familles, ce jour-là est celui de la justice. Pour Walter, ce n'est qu'un autre jour, une autre pièce où il entre sans jamais rien ressentir. Après le verdict, la police continue d'examiner les dossiers non résolus. Ils étudient d'autres meurtres, d'autres femmes trouvées sans vie dans les ruelles de Milwaukee. Car dans leur esprit, une certitude glace chaque inspecteur. Walter n'a pas pu s'arrêter à cette victime. Il y a forcément d'autres corps, d'autres noms, d'autres histoires qui ne seront jamais racontées. Mais Walter ne parle pas. Il reste muet, comme il l'a toujours été. Et en 2013, à l'âge de 53 ans, il meurt en prison, victime de complications liées à son diabète. Aucune confession, aucun mot pour les familles, aucune vérité. Walter emporte avec lui ses secrets, et peut-être les noms de celles que personne ne retrouvera jamais. Voici donc la terrifiante histoire de Walter Earl Ellis, un homme au visage ordinaire, silencieux, qui a pris la vie d'au moins 7 femmes, peut-être plus. Un homme qui marchait dans les ruelles de Milwaukee comme s'il était invisible. Il n'a jamais admis ses crimes, il n'a jamais demandé pardon. Il est resté froid, calme, muet, comme si ce qu'il avait fait n'était rien d'autre qu'une simple réalité. Il savait qui il était. Il savait ce qu'il avait fait,
et il est mort en prison en 2013, emportant avec lui ses secrets et les noms de celles qui n'ont peut-être jamais été retrouvées. Mais ce qu'il a fait, lui, ne disparaîtra jamais. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de mes actualités. Je suis curieux d'avoir ton avis sur cette affaire dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.